Hello. Le 20 mars 2003, les troupes de la coalition dirigées par les États-Unis envahissent l'Irak. Fin 2007, le nombre d'hostilités diminue considérablement. Le président américain, George W. Bush, annonce le succès de l'opération et il ordonne à un grand nombre de combattants de rentrer chez eux. En Irak, les opérations de reconstruction commencent. Au cours d'une de ces missions sur un gazoduc, plusieurs ouvriers américains et les soldats qui les gardent sont tués. Le tireur d'élite expérimenté Shane Matthews et son observateur Allen Isaac sont chargés de trouver les responsables et de rendre la zone sûre. Mais bientôt, ils auront eux-mêmes besoin d'aide, car sortir de cette situation s'avérera très difficile. Hold still, man! Don't fucking move! Deux sergents de l'armée américaine sont en service sous le soleil brûlant du désert. Une vingtaine d'heures se sont écoulées depuis qu'ils sont arrivés sur les lieux et se sont mis à l'abri. Et pendant tout ce temps, Matthews et Isaac n'ont détecté aucun mouvement. Concluant que les tueurs sont partis depuis longtemps, le tireur d'élite veut sortir de l'abri. Isaac, de son côté, veut être plus prudent. Les corps des travailleurs et des gardes assassinés se trouvent loin de toute cachette. Isaac suppose que les victimes n'ont pas eu le temps de réagir parce qu'elles ont été abattues par un tireur d'élite très fort. Un seul soldat a réussi à atteindre l'épave d'un vieux mur, et de là, il a pu transmettre un message au poste de commandement par radio. Matthews ne croit pas qu'une guérilla locale soit capable de faire quelque chose comme ça, et que c'est plus probablement le travail d'un groupe de pillards. Isaac se souvient des rumeurs d'un tireur d'élite ennemi surnommé Juba, mais son partenaire les rejette comme des légendes stupides. Au fil du temps, Matthews refuse de perdre plus de temps trempé de sueur. Il sort des buissons et enlève son camouflage, malgré les protestations d'Isaac. Aucun tireur d'élite n'attendrait 24 heures dans cette chaleur. Seul Matthews se dirige vers le mur pour récupérer la radio du soldat mort et sortir de cet endroit délaissé. Le tireur d'élite, fusil à la main, marche à travers le désert pendant qu'Isaac le regarde depuis son télescope. Pour apaiser la tension, ils font des blagues et se moquent l'un de l'autre. Alors qu'il passe devant les corps, Matthews demande à son ami de le couvrir et de regarder le mur. Mais l'objectif du télescope d'Isaac s'assombrit au moment le plus malheureux. Il en a hérité de son défunt camarade Dean, dont Matthews parle très défavorablement. Isaac ne partage pas son opinion, et il semble avoir pris l'équipement du gars pour une raison. Matthews se déplace d'un corps à l'autre à la recherche de preuves, et il découvre qu'ils ont tous été tués par un coup précis à la tête. La voix stressée, il informe son partenaire qu'il semble que sa théorie est correcte. Le gars veut savoir d'où venaient les tirs, mais Isaac n'arrive toujours pas à ajuster l'objectif, et il lui demande de partir. Soudainement, il entend un bruit lointain de coups de feu, et Matthews tombe à terre, se tordant de douleur. Le tireur d'élite ennemi l'a frappé au ventre, et Isaac se précipite à travers le désert pour aider son ami. Le tireur d'élite tente de tirer sur l'homme, mais Isaac court en zigzag, esquivant habilement les balles. Il parvient à atteindre Matthews vivant, mais une fois là-bas, il se fait tirer une balle dans la jambe. Matthews crie à Isaac de le laisser et de se cacher, sinon ils mourront tous les deux. L'observateur n'a pas d'autre choix que de quitter son partenaire et de courir vers le mur détruit. Recueillant le peu de force qu'il lui reste, il saute par-dessus et de vieilles briques commencent à lui tomber sur la tête. Une balle est coincée dans sa jambe, laissant une blessure grave. Matthews est à quelques dizaines de mètres, donc les hommes continuent à communiquer en utilisant des talkie-walkie. Matthews est à l'agonie. Il est sûr qu'il est en train de mourir, et il demande à donner ses gains à son jeune frère. Il se rend compte que leur dernière chance, c'est de contacter la base et de demander des renforts. Isaac essaie de ramper jusqu'à son sac à dos, mais sa blessure ne lui permet plus de bouger. Le soldat met un garrot pour arrêter le saignement, puis il écrit l'heure dessus, afin qu'il puisse l'enlever avant que les tissus ne commencent à mourir. Ensuite, il arrive à la radio, et il essaie de contacter la base, mais il constate que le signal ne passe pas. Pendant qu'Isaac courait, la balle du tireur d'élite a endommagé l'antenne. Matthews commence à planifier d'aller au mur, et il demande à Isaac de le couvrir. Il rejette immédiatement l'idée comme désespérée. Ils ne savent toujours pas à quelle distance se trouve le tireur d'élite. Mais Matthews veut essayer de ramasser un fusil et riposter quand même. Isaac répond que le tireur d'élite repérera tout mouvement et tirera tout de suite. Il demande à son partenaire de ne pas bouger, puis il tire le télescope vers lui, dans l'intention de sortir quelques briques du mur pour surveiller. Il déplace les pierres avec son couteau, mais soudain, la structure minable s'effondre sur sa main comme un château de cartes. Maintenant, son index ne fonctionne plus non plus. Isaac parvient à glisser son télescope à travers le trou et à déterminer où le tireur d'élite pourrait se cacher. Il appelle Matthews, mais celui-ci a déjà perdu connaissance, car il a perdu beaucoup de sang. Oh man. You didn't bleed out. Come on, man, get up. Matthews n'a jamais eu le temps de penser sa blessure, et pour lui, c'est pratiquement une condamnation à mort. Ne voulant pas partager son destin,
Isaac prend un couteau et serre un morceau de tissu dans ses dents. Il effectue une intervention chirurgicale pour retirer la balle de sa jambe et il applique un pansement stérile sur la plaie. Isaac s'évanouit du choc et de la douleur qu'il a subie. Il se fait réveiller par quelqu'un qui essaie de communiquer avec lui sur une radio à courte portée. Isaac reprend ses esprits, met l'écouteur et demande une évacuation d'urgence. L'officier à l'autre bout promet de l'aider. Mais en faisant ça, Isaac commence à soupçonner que quelque chose ne va pas, car l'homme lui pose des questions bizarres. Il examine également la balle, et il découvre qu'il s'agit de munitions alliées et non irakiennes. Le répartiteur l'appelle à nouveau, et il demande s'il a une arme sur lui. I need you to stand and fire into the air. We need to get a look on your position. What the f... Bien que ça révélerait sa position au tireur d'élite, Isaac accepte, mais il s'arrête au tout dernier moment. Il se rend compte que ça va complètement à l'encontre du protocole, et il procède à interroger l'homme à l'autre bout. Isaac note son accent étrange, et le tireur d'élite irakien admet avoir été exposé. Il a trouvé la fréquence pour attirer son adversaire hors de sa cachette. Alors qu'Isaac tente à nouveau d'utiliser la radio cassée pour appeler la base, le tireur d'élite menace de faire exploser le visage de Matthews afin de l'enterrer. Isaac demande ce que veut l'homme, et ce dernier répond qu'il veut juste discuter et mieux apprendre à connaître le soldat. Isaac accepte de parler plus avec lui, mais seulement après avoir entendu l'histoire du tireur d'élite. L'homme se décrit comme un citoyen irakien ordinaire défendant son pays contre les envahisseurs. Isaac utilise ce temps précieusement gagné pour observer son environnement et calculer la distance jusqu'à l'endroit d'où provenait le coup de feu. Pour faire ça, il dessine une carte dans le sable, et il se rappelle l'angle sous lequel la balle est entrée dans sa jambe. Le tireur d'élite continue de poser des questions, et Isaac se rend compte que l'Irakien en sait trop sur les rangs américains. Peut-être qu'il a été formé par les Alliés, puis les a trahis. L'Américain dit que le tireur d'élite a tué des ouvriers ordinaires qui reconstruisaient l'économie irakienne. Mais l'homme ne fait que rire en réponse. Ce gazoduc n'allait pas apporter d'argent à son pays d'origine, mais il ne ferait que siphonner des ressources pour que les États-Unis puissent en tirer de l'argent. Isaac ne veut pas lui parler de sa famille, et il continue à gagner du temps pour se rendre à la radio du soldat mort, qui se trouve à côté d'une autre section du mur à proximité. L'Irakien parle parfaitement anglais, puis il choque Isaac en révélant qu'il est au courant pour son ami décédé, Dean. Il s'avère qu'il a écouté leur conversation avec Matthews tout ce temps. Le tireur d'élite veut en savoir plus sur Dean, et quand Isaac refuse, le tireur menace à nouveau de tirer sur Matthews. Isaac essaie d'atteindre la radio avec un bâton, mais elle est trop loin pour que l'opération passe inaperçue. Il essaie alors d'étancher sa soif, mais sa bouteille a également été touchée par le tireur d'élite, et il y a trop peu d'eau. L'Irakien n'abandonne pas, et il pose maintenant des questions sur le télescope de Dean. Isaac ne veut pas répondre, et il demande plutôt comment ce jeu cruel va se terminer. Le tireur d'élite dit qu'il apprécie simplement la conversation. L'Américain finira par se vider de son sang de toute façon. Il a délibérément placé une balle sous son genou. De telles blessures sont presque impossibles à penser. Le flacon et l'antenne n'ont pas non plus été endommagés par accident. Isaac devient stressé, réalisant que même lui a sous-estimé son adversaire. Il se sent comme un animal pris au piège, avec un chasseur qui se moque de lui en plus de tout. Maintenant, c'est Isaac qui pense que le tireur d'élite bafouille pour flanquer son mur. You say my wall. The very wall your country came here to knock down. Le tireur dit que le mur qui sauve maintenant la vie de l'Américain faisait autrefois partie d'une école irakienne. Isaac n'est pas du tout touché par cette nouvelle. Il continue de travailler sur le modèle de l'arme du tireur d'élite, en comptant le nombre de tirs, lui posant plusieurs questions délicates. Isaac le traite de terroriste, ce qui fait encore rire l'Irakien, puisque c'est l'Américain qui se trouve sur un sol étranger, arme à feu à la main. Isaac entend du métal claquer sur la radio, et il comprend vite que l'ennemi se cache dans la casse, qui est encore plus loin qu'il ne le pensait. Isaac réalise que seul le légendaire Juba peut faire ce genre de choses, et il a déjà tué 35 soldats américains, ce qui lui a valu le surnom de Ghost, ou Ange de la Mort. Juba n'accepte pas les compliments, et il préfère simplement être considéré comme un citoyen de son pays. Il a passé plusieurs jours à se cacher dans des conditions difficiles et une chaleur insupportable, et il a clairement été formé par les forces alliées. Isaac dit que c'est un traître et un rat, mais Juba répond qu'il n'a pas été le premier à ouvrir le feu. Il pose à l'Américain la question la plus importante de toutes. Pourquoi est-il ici? Pourquoi retourner en Irak alors que la plupart des soldats sont déjà rentrés chez eux? Juba suggère à nouveau que ça a quelque chose à voir avec son ami décédé Dean. Isaac, épuisé, se couche par terre et commence à lui raconter son histoire. Ils viennent du même quartier. Il connaît la femme de Dean, qui travaille dans un supermarché, et il a tenu le fils du gars dans ses bras. Mais il ne lui dira rien d'autre. Il utilise le peu de force qu'il lui reste pour se protéger du soleil brûlant et faire une petite pause. Juba menace de le tuer et de mettre la langue trompeuse de l'homme autour de son cou comme talisman. Isaac trouve bientôt un nouveau plan pour faire sortir l'ennemi de sa couverture. Il met un casque et une veste sur son fusil.
et il monte cet épouvantail de fortune au-dessus du mur. Mais Juba ne tombe pas dans le piège. Au lieu de ça, le casque glisse et tombe de l'autre côté du mur. Maintenant, Isaac ne peut plus protéger sa tête s'il tente de sortir. Impuissant et désespéré, le soldat se met à pleurer. Un peu plus de temps passe, et un Isaac épuisé se rend compte qu'il lui reste très peu de temps. Sous le couvert d'une autre tempête de sable, il rassemble toute la force qu'il lui reste, et il traîne sa jambe blessée derrière lui, appuyé sur son fusil. Il doit prendre un risque et appeler des renforts en utilisant la radio du soldat mort. Isaac traverse plusieurs mètres, alors qu'il est dans la ligne de mire du fusil de Juba. Il prend ce qu'il peut porter, mais sur le chemin du retour, le tireur embusqué ouvre le feu. Une section du mur tombe, mais il réussit à s'abriter. Il trouve de l'eau et des bonbons dans le sac à dos de l'Américain mort, qu'il dévore immédiatement. Juba tend à nouveau la main, affirmant qu'il aurait pu facilement tirer sur Isaac. En attendant, ce dernier essaie d'allumer la radio, mais il s'avère qu'elle fonctionne mal. De plus, la section tombée du mur a gravement endommagé son télescope. L'homme perd tout espoir. La seule chose à faire, c'est de continuer à parler à l'ange de la mort. Et c'est ce qu'il fait. Juba est heureux d'avoir de ses nouvelles. Le tireur d'élite a clairement été coincé seul au milieu de tas d'ordures pendant trop longtemps. L'Irakien commence à se souvenir de poèmes écrits par Edgar Allan Poe, dont Isaac semble en savoir beaucoup moins. Poe voulait être soldat, mais il était bien meilleur poète. Au lieu d'écouter, Isaac remarque d'étranges interférences dans son écouteur, et il se rend compte que c'est Matthews qui est éveillé et lui envoie un signal. Étonnamment, le sergent est toujours en vie, et Isaac l'informe de la cachette de l'ennemi. Matthews fait de son mieux pour ne pas attirer l'attention sur lui, et il examine la zone derrière lui à travers un petit miroir. Isaac guide son partenaire vers la cible, et il continue de distraire le tireur d'élite avec une petite conversation. Alors que Matthews se dirige lentement vers le fusil, Isaac essaie de savoir si Juba a étudié à l'étranger. Le tireur d'élite répond qu'il travaillait comme un enseignant à Bagdad. Une bombe américaine a frappé le bâtiment de l'école, tuant ses élèves, et Juba a des éclats d'obus coincés dans son coude depuis. Donc, les ouvriers qu'il a tués sont juste œil pour œil, dent pour dent. Une fois de plus, Isaac n'est pas impressionné. You're no more religious than I am, man. It's just an excuse to shoot up some Americans. Il ne comprend toujours pas comment un professeur d'école diplômé de l'université s'est transformé en tueur de sang-froid. Juba laisse entendre que c'est la raison pour laquelle il est en ligne avec lui en ce moment même. Se souvenant d'un autre professeur qui lui a appris, ainsi qu'à Dean, le métier de la guerre, Isaac anticipe la vengeance que son partenaire va bientôt exiger. Il essaie d'instiller la peur à Juba, disant que lui aussi sera bientôt sous la menace d'une arme, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. La tempête de sable s'apaise, laissant la possibilité à Matthews de tirer. Mais l'ennemi voit maintenant aussi l'Américain allongé par terre, et il menace de lui tirer dessus à nouveau. Isaac ordonne à son ami de ne pas bouger, et sachant que le sujet intéresse le tireur d'élite, commence à lui en dire plus sur Dean. Il a pris son télescope parce qu'il lui rappelle les choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Son ami a été abattu par un tireur d'élite ennemi alors qu'Isaac était censé le couvrir. I didn't see him, that's how I got hit. It was my fault. God damn it, you f***ing listening? Isaac essaie de toutes ses forces de faire parler Juba pour ne pas perdre un autre partenaire, mais le tireur d'élite ne répond pas. Sous la couverture d'un nuage de poussière qui passe, Matthews sort son fusil et le pointe sur la pile d'ordures. À cause de l'erreur d'Isaac, Juba entend certains des dialogues des Américains à la radio et commence à soupçonner quelque chose. Pour le distraire, Isaac tire en l'air et Matthews tire aveuglément dans la casse. Après avoir tiré tout son chargeur, Matthews commence à recharger quand il reçoit un tir de retour à l'épaule. Isaac crie en panique pour que son ami rampe pour se mettre à l'abri tant qu'il le peut. Juba laisse Matthews s'éloigner de quelques mètres, donnant un faux espoir à Isaac. Quelques secondes plus tard, il voit une balle percer l'arrière de la tête de Matthews. Son ami meurt instantanément. Mais Isaac n'y croit pas pendant un moment. Puis il craque enfin, et il dit qu'il veut juste rentrer chez lui. En entendant ça, Juba propose de le laisser partir, promettant de ne pas tirer. Mais il doit s'assurer que l'Américain ne revienne pas pour se venger ou pour dicter ses propres règles ici. Après tout, Isaac avait la possibilité de rentrer chez lui avec le reste des soldats, mais il a décidé de rester. Les larmes aux yeux, Isaac dit qu'il n'est pas juste responsable de la mort de Dean, mais qu'il a carrément tué le gars lui-même. Son ami examinait le corps d'un tireur d'élite ennemi. The guy was playing possum. Started shooting at Dean. I tried shooting back. A bullet went right through Dean. Pour se cacher, il a menti à tout le monde, et il en a eu marre. Juba est la première personne au monde à qui Isaac a dit la vérité. En réponse, le tireur d'élite reste silencieux, et le soldat entend du bruit venant de la station de radio. Après avoir échangé l'antenne de la radio morte contre la sienne, il entend le quartier général l'appeler. Enchanté, le soldat essaie de répondre, mais au lieu d'Isaac, c'est Juba qui leur répond. Le tireur d'élite a appris suffisamment d'informations pour copier l'identité de l'Américain, et il demande de se faire extraire.
Isaac tente d'interrompre leur dialogue, mais il n'arrive pas à envoyer un signal à cause d'une défaillance de l'équipement. Il se rend compte que ce n'est pas la première fois que Juba fait ça, et que c'est lui qui a attiré Isaac et Matthews dans le désert, utilisant la même technique. Toutes les demandes d'aide précédentes étaient méticuleusement préparées. Le piège s'est refermé, et Isaac ne pourra pas empêcher un autre massacre que le tireur d'élite rusé va arranger. La transmission radio est interrompue, et il se sent comme un idiot complet avant de retomber dans le sommeil. Cette fois, il est réveillé par un corbeau essayant de lui picorer la blessure à la jambe. Il fait presque nuit, et Isaac ne veut pas abandonner sans se battre. Il entre en contact avec Juba, réalisant que le tireur d'élite exposera sa cachette au renfort s'il commence à tirer sur le soldat. L'Irakien ne répond pas. Alors, Isaac décide de prendre le fusil de Matthews, qui se trouve à quelques mètres. Il le tire vers lui avec une corde et un bâton, et il place l'arme derrière le mur pour commencer à tirer sur le tas de débris. Isaac se dirige ensuite vers le mur et pose ses mains dessus. I ain't afraid to die. Au fur et à mesure que la structure s'incline vers l'avant, des hélicoptères apparaissent déjà à l'horizon. Un nuage de sable cache Isaac aux yeux de Juba, qui ouvre le feu en premier, et l'Américain remarque un éclair lumineux pour la première fois. Il vise et appuie sur la gâchette, envoyant une balle directement sur l'ennemi. Les coups de feu s'estompent, et Isaac se lève pour confirmer la mort du tireur d'élite ou pour se sacrifier et révéler la position de l'ennemi à ses alliés. Il ferme les yeux et se prépare à accepter la mort. Les secondes se transforment en éternité, et l'homme n'arrive pas à savoir s'il est vivant ou s'il a été tué instantanément par une balle ennemie. Les hélicoptères atterrissent derrière lui, et Isaac tombe au sol. Juba n'a pas tiré, ce qui signifie qu'il est mort. Le soldat est mis sur une civière et, par fatigue, il demande à vérifier la décharge pour s'assurer que la menace a disparu. Mais ses paroles sont noyées par le bruit des hélicoptères qui décollent. Le gars se fait traîner dans l'avion, et 2 ambulanciers paramédicaux commencent à donner un traitement d'urgence à Isaac. Mais tout à coup, l'un d'eux reçoit un coup direct à la tête. Alors qu'Isaac tente d'avertir ses alliés, ils meurent un par un. Juba tue le pilote et endommage l'hélicoptère, le faisant s'écraser au sol. Bien que le tireur d'élite n'ait pas tiré sur Isaac lui-même, il l'empêche quand même de rentrer chez lui. Observant l'épave de l'hélicoptère à travers la lunette de son fusil, Juba répond à une demande de la base et se présente comme un autre soldat américain. Son piège fonctionnera sûrement à nouveau de nombreuses fois. Le film devait à l'origine avoir une fin complètement différente, où Isaac bat Juba dans un duel de tireurs d'élite et est sauvé. Le consultant du film était Nicholas Irving, un ancien tireur d'élite des Rangers américains et auteur d'un livre intitulé The Reaper. C'est le surnom qu'Irving a gagné en servant en Afghanistan. Le rôle du sergent Matthews dans ce film a été joué par John Cena, la star de nombreux mèmes et catcheur légendaire avec le nombre record de titres de champion à son nom. En plus de sa carrière de showman et d'acteur, John Cena est également connu pour son travail caritatif. En particulier, il a rencontré et exaucé les souhaits de près de 700 enfants gravement malades. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Tu penses qu'un grand État peut exister sans faire la guerre et s'ingérer dans les affaires d'autres pays, ou s'agit-il simplement d'une utopie? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.